Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, le titre du journal. Le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Caleta avance à grands pas. C'est le constat fait par le premier chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana à Badi. Et puis la journée internationale de lutte contre le cancer, c'est mardi à Conakry. L'ONG Agir pour lutter contre le cancer en Guinée a organisé un semi-marathon pour sensibiliser les populations. Enfin, que reste-t-il de Digenze? La question a intéressé notre reporter Ibrahima Keita qui est allé au cœur de la toute première monnaie en pays Toba. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de regarder la RTG Koulouma. Ce qui concentre l'actualité en Guinée, c'est les travaux de construction de la route 2x2 voies d'Abompa-Koya. Bientôt, la fin du calvaire des usagers de ce tronçon. Le président de la République vient d'engager les travaux de réalisation de cette route nationale, soit 25 km à réaliser dans les normes internationales. À ce retour du chantier, explication, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. 8 km de cette autoroute d'Apompa, km 36, seront en béton bitumineux. Une autoroute de 2x2 voies d'une épaisseur de 20 cm de bitume et 25 cm de couche de fondation. Des travaux qui sont en cours de réalisation par la société brésilienne OAS. Les 8 km d'autoroute répondent aux normes d'une route moderne. Le site est très accidenté et riche en ressources hydriques, notamment des bras de mer, des bas-fonds et des ruisseaux. D'où la nécessité d'y édifier 3 grands ponts munis d'une batterie de Dalo. Délai d'exécution 20 mois pour une enveloppe financière de 414 938 millions de francs guinéens. C'est tout naturellement le prolongement de l'autoroute Fidel Castro de Conakry qui va de Tombo dans la commune de Kaloum jusqu'à Tombolia dans la commune de Matoto. Selon le chargé de la planification au sein de la société OAS, 200 travailleurs sont employés à plein temps sur ce chantier. Des travaux auxquels le président de la République accorde du prix et souhaite qu'il reflète sa vision d'une Guinée émergente. D'où la visite de terrain de ce samedi 1er février 2014 du professeur Alpha Condé. Sur une longueur de 17 km, le deuxième lot de la construction et la modernisation des grandes routes dans la région de Conakry est l'élargissement de la route nationale numéro 1 qui va du km 36 à la sortie de la ville de Koya. La société chinoise Enanshin exécute ces travaux pour un coût global de 180 milliards de francs guinéens étalés sur un an. Il y a 3 grands bons dedans et il y a 32 grands dallos. Oui. Le dallo comme c'est 2 x 4 x 4 mètres, 3 x 3 x 2 mètres, et 4 x 3 mètres et 4 x 3 mètres. On va commencer là-bas à la Bika 36 et on finit ça après Goya 2 km comme ça. Le président de la République qui tient à la réussite de ces grands chantiers au bénéfice de la population guinéenne a donné des instructions fermes pour l'indemnisation des riverains dont les maisons ont été démolies. Il faut les indemniser avant de casser. Oui. Vous cassez, les gens ne sont pas indemnisés. Mais il faut que les gens comprennent, on est obligé de faire des grandes routes. C'est pourquoi il ne faut plus accepter qu'au moins à 30 mètres de la route, que les gens construisent une nouvelle maison. Parce que quand on va vouloir agrandir, faire l'autoroute, on a encore des problèmes. Parce qu'on va vouloir payer. Donc on n'accepte plus que les gens construisent jusqu'à une certaine distance des grandes maisons. Maintenant, tous les gens dont les maisons sont marquées, il faut les indemniser tout de suite avant qu'on ne casse les maisons. Dans son adresse à la nation pour le nouvel an, le président de la République a promis que 2014 sera une année de développement. D'où les nombreuses visites de terrain qu'il a effectuées courant mois de janvier sur différents chantiers et en ce début février déjà. Comme annoncé hier, le premier chef du gouvernement a visité ce samedi le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Caleta, situé dans Badi profond. Ce projet, dont la capacité de production est estimée à près de 240 MV, et de concevoir et réhabiliter le réseau électrique de la ville de Conakry. Mohamed Saïd Fofana était venu constater de visu l'état d'avancement des travaux. Reportage Abadi, Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma.
Le gouvernement Seydou Fofana est toujours déterminé à continuer l'élan de suivi, de contrôle et d'évaluation des travaux initiés par le professeur Alpha Condé qui met tout en œuvre pour gagner le pari de développement en Guinée. C'est dans ce cadre que le Premier ministre a initié cette visite sur le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Kaleta, situé à 160 km de la capitale Conakry. Les travaux qui ont démarré le 4 avril 2012 concernent le génie civil, le montage hydro-électromécanique avant la mise en service des installations, le tout pour une capacité de production de 240 MW. Physiquement fait sur le terrain ici, nous sommes à 53%. Si on prend la fabrication des turbines, des transformateurs, et nous serons aux environs de 70%. Ici, les travaux ne s'arrêtent pas. C'est 24 heures sur 24. Le délai contractuel était de 48 mois. Aujourd'hui, nous sommes projetés sur 36 mois, soit donc un an de gagné. Le 31 mai, s'il plaît à Dieu, le groupe 3 que vous voyez là, on va le lancer, s'il plaît à Dieu. Après le groupe 2 au mois de juin et le groupe 1 au mois d'août. Pourquoi? Parce que les apports viennent de la pluie. Donc nous considérons qu'à partir de mai, nous allons avoir une quantité d'eau suffisante pour pouvoir faire tourner la première turbine. Ici, nous sommes au niveau du bassin où l'eau doit être stockée dans les 3 conduites forcées destinées aux 3 turbines. C'est l'évacuateur de crue de première phase. Il y a 4 sections qui ont été faites. Il en reste encore 10 à faire sur la deuxième phase. Voilà. Ça sert, si vous voulez, quand il y aura des crues, pour que l'eau déverse à une cote qui a été déterminée, qui est la cote 110. Tout à fait actuellement, il n'y a aucun problème dans le délai et dans le planning qui est transmis. Les travaux se réalisent comme prévu. Là, nous assistons au montage et à la construction de l'usine devant disposer des 3 turbines avec alternateur capable d'assurer la prise d'eau. Juste à côté, il y a une mini-centrale dont la production sert à alimenter tous les travaux de chantier de construction du barrage. Ces travaux qui avancent à grands pas rassurent déjà le chef du gouvernement. Je peux vous rassurer que la fourniture d'eau et d'électricité aux populations tient une bonne place dans cette mission. C'est une promesse que le président a faite. Je crois que cette promesse sera tenue, d'après ce que je vois ici. De l'évacuateur de crues au poste de transformation en passant par des dispositifs de retenue d'eau, tout a été visité par le Premier ministre Fofana. Comme on le voit, ces travaux devraient permettre de construire et de réhabiliter les réseaux électriques de la ville de Conakry afin d'améliorer la desserte et impulser le développement du pays. Donc, les travaux d'aménagement du barrage hydroélectrique de Kaleta, dont la capacité de production est de 240 MW, donc est réalisée à près de 50%. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la retraite de Kamsar a pris fin cet après-midi même. Les réflexions ont porté sur la façon de mettre ce département au cœur des vrais problèmes des jeunes de Guinée. Quelques solutions ont été évoquées, comme la rentabilisation des kiosques. De retour de la cité des bauxites de Kamsar, Alia Kamara. C'est l'une des propositions pour qualifier le FONIJ, Fonds national d'insertion jeune. D'autres structures de jeunesse sont aussi concernées. Outre la rentabilisation des kiosques, la retraite a évoqué des pistes de recherche de financement pour les projets adoptés à Kamsar. 14 au total ont été identifiés comme projets innovants. Les conclusions de cette retraite vont être présentées mardi au Premier ministre chef du gouvernement. Les points qui ont été adoptés sont accompagnés de tous les détails possibles, depuis la budgétisation jusqu'aux mesures d'accompagnement. Il s'agit pour le département d'être le plus proche possible des réalités que vivent les jeunes.
Des questions tournant autour de l'employabilité ont été évoquées. Les projets retenus au cours de ces 4 jours de retraite, ajoutés à ceux déjà existants au sein du département, vont constituer pendant les 18 prochains mois la feuille de route du ministre Naïté. Nous nous excusons pour la qualité sonore des intervenants par rapport à cet élément. À Koundara, les récoltes des producteurs de riz de plaine sont très mauvaises pour cette campagne agricole 2013. Un bilan décevant lié à la rareté des pluies dans cette partie du nord de la Guinée. Pour les acteurs du secteur, la relance des activités de recherche, développement, le reboisement et l'aménagement des zones de production sont entre autres pistes à explorer pour contrer les effets négatifs du changement climatique. Reportage à Koundara, Fodé Camara. À vocation essentiellement agro-pastorale, Koundara est à la croisée des frontières avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali. À cause de la proximité du Sahel, ici la perturbation du rythme de pluie et l'omniprésence du soleil sévissent sur une bonne partie des zones de production. À titre illustratif, le champ de 80 hectares de riz du producteur Kamissa Doumbouya a enregistré de très mauvaises récoltes pendant la campagne agricole 2013. On n'a pas récolté même un grain. Et ça, c'est un cas rural pour tout Koundara. Donc, on solliciterait par l'État, à l'État, d'avoir la chose pour aménager notre plaine. Sans quoi on travaille inutilement. Parce que cette année, beaucoup ont travaillé, ont plus de dettes. Et en engrais, et en herbicide. En général, tous les intrants, on a pris en dette. Il n'y a pas eu de récolte. On se demande que faire. Parce qu'il faut payer dette. Dans le Badjar, ça et là, les périmètres de riz de plaine portent les cicatrices de ce phénomène. Les seules cultures à l'abri de ce spectacle de désolation, ce sont le mil, le sorgho, le haricot et l'arachide. Pour ce qui est de la campagne 2013-2014, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Il y a eu l'engouement de la population, mais la pluie n'était pas au rendez-vous. C'est surtout le riz, puisque là c'est des cultures de plaine. Il faut avoir une certaine inondation, un certain niveau d'eau, car le riz c'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. À l'extrême nord-ouest du pays, au-delà des tracteurs, des moissonneuses, batteuses et autres outillages du centre de prestations agricoles, les producteurs ont besoin d'efforts supplémentaires des autorités pour s'adapter au changement climatique et améliorer la productivité. Environnement toujours avec la visite des écosystèmes de Kouroussa, d'une mission du Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de la Haute-Guinée. Le constat révèle que les rivières présentent un visage alarmant et les principaux sites écologiques de Kouroussa sont menacés de disparition. Reportage à Kouroussa, Abdoulaye Ningelande Diallo, Fodé Niagasola Keita. À l'image du fleuve Niger, plusieurs rivières et cours d'eau de la Haute-Guinée sont menacés de disparition. Et pour cause, la coupe abusive du bois conduisant ainsi à l'ensablement des rivières. À Kouroussa, les environnementalistes s'activent à trouver des voies et moyens pour engager des actions de riposte contre ce fléau. Quand une rivière meurt, c'est une population entière qui meurt parce que c'est des animaux qui meurent, c'est des êtres vivants qui meurent autour de cette rivière. Autre préoccupation, ce sont les multiples feux de brousse provoqués dans ces endroits. C'est pourquoi les spécialistes comptent faire de 2014 une année de sensibilisation des populations sur la protection de l'environnement et sur les dangers de la déforestation. Les feux de brousse sont des puissants ennemis de la conservation, de la protection. Cette activité consiste à faire des inventaires en vue d'identifier les différentes menaces qui affectent les écosystèmes dans la savane guinéenne. Cela participe à la réduction de la pauvreté, car ces rivières constituent la vache laitière pour la réussite de l'agriculture dans ces localités. Et puis ce fait de société qui prend de l'ampleur à Conakry sur le port des lunettes. Bon nombre de personnes ont pris l'habitude de porter des lunettes non pharmaceutiques ou parfois des lunettes noires. Vous allez le voir dans ce reportage, les avis sont partagés. Prescription pour certains et simple style pour d'autres. Mais pour les spécialistes de la vue, ce port sans prescription médicale au préalable constitue un danger pour la vision. Hadia Toubari, Lansana Bissiri Bangoura.
Achetées à différents prix par toute catégorie de personnes, les lunettes claires non pharmaceutiques entrent dans le mode d'habillement chez certaines personnes. Pour elles, porter ces lunettes est essentiel, avec un seul désir, celui d'être beau. Ah, parce que ça me plaît, quoi. Ok. Et parce que je suis beau, je suis joli à voir. C'est pas lunettes pharmaceutiques, mais c'est lunettes simples. Il y a des filles, il y a des garçons. Il y a des vieux aussi qui viennent acheter. Certains qui se revendent à 5 000 comme ça là. Ça là, je peux revendre jusqu'à 8 000. La non-recommandation du port de lunettes claires par un spécialiste entraîne des problèmes de santé. Il s'agit par exemple de la diminution de la vision du porteur. Si ce n'est pas prescrit, le fait qu'au sein de la lunette, il peut y avoir une compensation, c'est-à-dire une correction. La deuxième chose, c'est que quand vous achetez des lunettes, normalement, il y a des problèmes d'écart. Il y a des problèmes d'écart interpupillaires qui doivent être tenus en compte quand il est question de prescrire une lunette. Mais quand ce n'est pas un spécialiste qui prescrit, on ne tiendra jamais compte de ces écarts. Ceux qui partent acheter les lunettes sans que ça ne soit sous prescription médicale utilisent des lunettes qui sont parfois grattées. Et ça, c'est encore très grave parce que les lunettes grattées entraînent une certaine réflexion au niveau de l'œil. Et du coup, cette réfraction au niveau de l'œil entraîne des problèmes oculaires. Parmi toutes ces paires de lunettes claires et noires non pharmaceutiques vendues, nombreuses sont celles qui n'ont pas les numéros de lentilles compatibles à tout genre de personnes, ce qui doit davantage pousser les amateurs à passer des examens médicaux avant de porter toutes lunettes claires. Merci Adia Toubari pour ce reportage. Surtout, pas d'inquiétude et pas d'affolement. Les miennes sont prescrites. La Guinée célèbre ce 4 février la journée internationale de lutte contre le cancer. C'est une initiative de l'ONG Agir contre le cancer en Guinée. En prélude à cet événement, l'ONG Agir Ensemble vient d'organiser un semi-marathon itinéraire choisi chez Archidonka, Palais du Peuple. Une action qui vise à sensibiliser la population sur la nécessité de s'engager en faveur d'une prise en charge des malades du cancer et leurs familles. Le point avec ça, Martin Fancinadouno. La lutte contre le cancer, l'une des priorités de santé publique. Avec le slogan « Ensemble prenons le cancer de vitesse », l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée organise un semi-marathon. Loin d'être un simple exercice, l'activité mobilise les partenaires de l'ONG pour sensibiliser les professionnels de santé, les responsables politiques et le public sur les causes, manifestations, modes de traitement et conséquences de cette pathologie sur la vie des malades et de leurs familles. On a anticipé, nous on veut aller avant le cancer. Sinon c'est mardi les journées pour lutter efficacement contre le cancer. Parce que les médicaments coûtent excessivement cher. Et en plus, nous en Guinée, on est dans un pays sous-développé où les médicaments, les gens, la plupart du monde n'a pas accès aux médicaments. D'abord pour vous dire, il n'y a que les pharmacies privées qui ont les médicaments anticancéreux. De 2008 à 2011, on a enregistré 66 cas de cancer pédiatrique. Et parmi ces cancers pédiatriques, il y a eu 50% de décès. Donc cette journée de semi-marathon est à point nommé pour interpeller en fait les autorités sur le cas des cancers des enfants. Ce qui encourage les partenaires de l'ONG à s'employer davantage pour réduire le nombre de décès liés au cancer. Le cancer est une maladie très grave et très méconnue en Guinée. On a l'impression que c'est juste une maladie des femmes parce qu'on parle plus de cancer du col de l'utérus. Mais c'est une maladie qui touche tout le monde. À travers ces semi-marathons, l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée confirme sa position de porte-parole malades cancéreux pour sensibiliser et promouvoir leur prise en charge. Je reçois sur ce plateau pour ce grand journal professeur Nabi Moussa Baldé, coordinateur national, programme intégré de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Falelu. La première question, dites-nous qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre pays le cancer est devenu un problème de santé publique? Le cancer est devenu un problème de santé publique à l'image des autres maladies non transmissibles que sont le diabète, les affections cardiovasculaires et les affections respiratoires chroniques non transmissibles, parce qu'un certain nombre des facteurs qui créent cette maladie-là sont en progression dans notre pays, notamment le tabagisme,
la mauvaise alimentation, une alimentation inappropriée, l'obésité, l'inactivité physique, la faible consommation de fruits et légumes. Voici un ensemble de facteurs qui contribuent, à côté d'infections spécifiques, à faire progresser les cancers dans notre pays. Justement, docteur Baldé, à côté du cancer, on parle aussi du diabète, dont même on est en train d'organiser un téléthon. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait cette particularité pour récolter des fonds? Alors, le téléthon donc a été organisé sur l'initiative d'un certain nombre de partenaires pour deux objectifs principaux. Alerter sur la fréquence du diabète, qui est une maladie qui progresse, à l'image du cancer, c'est ce que je vous ai dit. Informer la population sur les facteurs de risque de cette maladie-là, sur la manière de s'en protéger pour éviter l'apparition de complications et faire appel à la solidarité, à la générosité pour faire en sorte de recueillir des fonds pour financer une meilleure qualité de soins pour les patients qui sont atteints de ces maladies-là et notamment les personnes qui ont une plaie au niveau du pied qui peut se terminer par l'amputation et malheureusement parfois par le décès. Pour terminer, professeur Baldé, est-ce qu'il y a une stratégie nationale de lutte contre les maladies transmissibles? En effet, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a mis en place un programme national intégré de prévention et de contrôle de toutes ces maladies qu'on appelle non transmissibles, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les affections respiratoires chroniques. Dans le cadre de ce programme, des activités sont développées et des stratégies, et nous avons actuellement en test dans deux régions sanitaires de la Guinée, la région sanitaire de l'Abbé et la région sanitaire de Kindia, la mise en place de ces stratégies-là pour voir comment le système de santé s'adapte à l'offre de prévention et de contrôle de ces maladies. Nous apprenons au personnel de santé comment détecter ces maladies, comment les soigner, comment les suivre et nous mettons à disposition le matériel et les médicaments nécessaires pour faire face à ces maladies. Il s'agit de pathologies nouvelles pour nous, pour notre système de santé. Voilà pourquoi ces campagnes de sensibilisation, ces téléthons, ces marches, ces journées mondiales sont très importantes pour communiquer et je vous remercie de nous inviter sur ces plateaux pour passer les informations à la population. C'est un devoir, professeur Baldé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous reviendrons très volontiers. Merci. Beaucoup. Merci, monsieur Fallé. Restons toujours dans ce volet santé, cette fois-ci direction la région de l'Abbé où des déclarations publiques ont été faites sur l'abandon de l'excision et le mariage précoce à Touni et Kambaya. C'est dans la préfecture de l'Abbé. C'est une synergie d'action Tostan Guinée et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Elle vise à renforcer les dispositifs de protection en faveur de la jeune fille dans ces différentes localités. Reportage dans le Fouta, Moussa Bangoura. C'est par ce sketch sur la protection de la jeune fille que les activités d'abandon de l'excision et des mariages précoces ont été lancées à Kambaya et Touni dans la région de l'Abbé. C'est une initiative de Tostan Guinée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. La démarche vise à renforcer les capacités du dispositif de protection de l'enfant dans la communauté. Dans le cadre de ce projet, Tostan a renforcé la capacité de 576 leaders communautaires composés de femmes, d'hommes, adultes, de jeunes filles et garçons, venant de 18 conseils locaux de l'enfant et des familles qu'on appelle CLEF et 18 comités de gestion communautaire appelés CGC. Et ces leaders sont à présent aptes à conduire les activités de mobilisation sociale à l'intérieur de leur réseau social sur les pratiques néfastes dont les enfants, en particulier les filles, peuvent être victimes. Entre autres, l'excision et les mariages précoces et ou forcés. Cette déclaration publique a permis à 114 communautés de la Moyenne Guinée de prendre l'engagement à abandonner cette pratique. Nous saluons un tel programme pour tous nos enfants et savons que notre appel est déjà entendu par le gouvernement guinéen, les leaders religieux et nos partenaires au développement à l'endroit desquels nous exprimons notre profonde gratitude. Cette sensibilisation nous a permis de comprendre que l'excision est la souffrance des jeunes filles. Selon les enquêtes, plus de 96% des fillettes et femmes sont victimes des MGF et 60% avant l'âge de 9 ans.
Éducation avec le lancement à Conakry d'un concours intitulé Le Génie des maths. Ils sont au total 200 élèves venus des écoles des 5 communes de Conakry à compétir. Cette initiative du groupe scolaire La Citadelle. Ce concours regroupe les 8 meilleurs élèves de près de 70 écoles de l'enseignement secondaire de la ville de Conakry. Tierno Ousmane Diallo nous fait le point. Le but du concours Math Génie est d'encourager les élèves à aimer les sciences mathématiques. De plus en plus, ils s'en éloignent. Pourtant, les mathématiques sont qualifiées d'incontournables. 200 élèves du niveau de la 11e année des 5 communes de Conakry participent au concours, le 5e du genre, organisé par le groupe scolaire La Citadelle. Généralement, si on parle de maths, les gens pensent que c'est difficile, mais le maths existe dans toutes les parts de notre vie. Le concours vise également à créer l'émulation entre les établissements d'enseignement secondaire de la capitale. 70 écoles publiques et privées sont ici représentées, chacune d'elles avec ses 8 meilleurs élèves en mathématiques. Plusieurs écoles de la capitale sont représentées aujourd'hui ici. Donc, ce concours représente une grande chose pour moi. Le gagnant de ce concours est considéré comme un grand mathématicien de cette ville aussi. Donc je vais participer pour me comparer à plusieurs élèves qui sont représentés ici en ce jour. Oui, j'aime les mathématiques parce que ça développe l'intelligence, ça permet de réfléchir, chose que j'aime beaucoup. Les parents d'élèves encouragent aussi l'initiative et proposent son extension. Évidemment, le souci permanent des parents d'élèves, c'est la bonne formation des élèves. Et ce concours se rentre dans le cadre du perfectionnement et de la motivation des talents en mathématiques. Donc je crois que c'est l'idéal pour les parents pour apprécier parce que ça va motiver mieux les enfants dans leurs travaux de mathématiques. Les résultats du concours seront connus au mois de mai prochain. À travers cette initiative, le groupe scolaire La Citadelle entend marquer son empreinte dans la qualification du système éducatif en Guinée. L'année passée, elle a enregistré un taux de réussite de 87% au baccalauréat. En Guinée, les jeunes lisent peu. Le constat choque les hommes de culture. La maison d'édition L'Harmattan Guinée tente de corriger cette pratique avec le lancement à Conakry du prix du jeune écrivain. L'initiative est saluée par le ministère de la Culture, comme l'explique ce reportage de Jean-Mohamed Lamine Solano. Le prix du jeune écrivain guinéen est à sa 3e édition. L'initiative émane de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Objectif des responsables, amener les jeunes à lire et à écrire, pendant que plusieurs élèves boudent les bibliothèques aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Nous estimons que les jeunes ne sont pas beaucoup présents parmi les nouveautés. Donc on s'est dit qu'il faut organiser un prix pour les encourager à l'écriture, pour permettre aux jeunes d'écrire et d'exprimer ce qu'ils sentent au tréfonds d'eux-mêmes. Le concours est ouvert aux ressortissants guinéens de moins de 35 ans jusqu'au 30 mars prochain. Chaque année, des dizaines de jeunes se font concurrence pour faire leurs premières armes dans l'écriture. C'est le cas de ce jeune étudiant amoureux du livre qui participe pour la première fois à ce concours. L'écriture, c'est une passion pour moi. Je rêve d'être un jour un grand écrivain. Alors c'est pourquoi je me suis dit que c'est une occasion à ne pas rater, participer à ce concours, n'est-ce pas, pour être le meilleur afin que je puisse réaliser mes rêves. En Guinée, les jeunes lisent ou écrivent de moins en moins, voire jamais pour certains, alors que ce pays était qualifié de quartier latin de l'Afrique au temps colonial pour la richesse de sa culture. Le ministre guinéen également, un dramaturge, est séduit par cette initiative de l'Harmattan Guinée. Je pense que c'était un passage obligé pour amener les Guinéens vers le livre, pour reconquérir cet espace qui fut celui de la Guinée dans les premières 25 ans de notre indépendance. Ce prix du meilleur écrivain guinéen est le prélude du Salon du livre de Conakry. Baptisé 72 heures du livre, l'événement va mobiliser cette année 50 000 visiteurs selon les organisateurs, avec comme ville invitée d'honneur Kindia. Et puis, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, la retraite de Kamsar a pris fin cet après-midi même. Les réflexions ont porté sur la façon de mettre ce département au cœur des vrais problèmes des jeunes en Guinée. Quelques solutions ont été évoquées, comme la rentabilisation des kiosques. De retour de la cité des bauxites de Kamsar, Ali Akita. C'est l'une des propositions pour qualifier le FONIJ, Fonds national d'insertion jeune. D'autres structures de jeunesse sont aussi concernées. Outre la rentabilisation des kiosques, la retraite a évoqué des pistes de recherche de financement pour les projets adoptés à Kamsar. 14 au total ont été identifiés comme projets innovants.
Un projet qui est de taille, c'est celui qui consiste à mon avis à accompagner 25 entreprises leaders, parce que le problème dont souffrent un certain nombre d'entreprises dans notre pays, c'est la sous-capitalisation et l'accompagnement. Donc l'idée consisterait vraiment à choisir des entreprises déjà fonctionnelles, de les doter de fonds et de know-how, c'est-à-dire de connaissances nécessaires pour maximiser leur force de frappe. Les conclusions de cette retraite vont être présentées mardi au Premier ministre chef du gouvernement. Les points qui ont été adoptés sont accompagnés de tous les détails possibles, depuis la budgétisation jusqu'aux mesures d'accompagnement. Il s'agit pour le département d'être le plus proche possible des réalités que vivent les jeunes. Le président de la République nous a instruit d'être au service des Guinéens et de leur dire ce que nous allons faire, qu'il n'y a pas d'improvisation dans la gouvernance. Et donc, puisqu'il n'y a pas possible des réalités que vivent les jeunes, le président, nous comptons faire pour eux. Et c'est pour cela que cette retraite était importante. Des questions tournant autour de l'employabilité ont été évoquées. Les projets retenus au cours de ces 4 jours de retraite, ajoutés à ceux déjà existants au sein du département, vont constituer pendant les 18 prochains mois la feuille de route du ministre Naïté. Merci à Alia Kamara pour ce reportage. Ce soir, cette découverte et cette question, que reste-t-il du Guinzé? La première monnaie au pays Thomas, la question a intéressé notre reporter Ibrahim Akita, qui va nous expliquer dans ce reportage qui va suivre de la création du Guinzé, sa valeur monétaire et ses fonctions sociales. Images et témoignages. Le Guinzé, cette unité monétaire dont la mise en circulation remonte dans la nuit des temps, est originaire du pays Thomas, fabriqué par des forgerons à la demande des rois et autres chefs de guerre pour servir de parure des épouses. Le Guinzé s'est imposé au fil du temps pour être incontournable dans les échanges commerciaux. Les produits agricoles, les produits artisanaux et même les produits de chasse étaient échangés uniquement contre les guinzés. Il était beaucoup plus utilisé comme monnaie dans le nord, notamment dans les sous-préfectures de Balizia, Bofossou, Watakan et Panziazo. En plus de sa valeur monétaire, le guinzé a joué des fonctions sociales dans la société traditionnelle Loma, surtout pour accompagner les morts. Quand un homme mourait sur le Thomas à une grande distance, les Thomas prenaient 2 ou 3 guinzés enveloppés dans une petite natte qu'on déposait sur la tombe pour permettre à l'esprit du mort d'intégrer ces guinzés afin d'être transportés le lendemain vers le village où on doit enterrer définitivement le corps. Dans une certaine mesure, le guinzé était utilisé pour combattre le mal dans la communauté, donc un rôle protecteur. Sa valeur ici, c'est de sauver la communauté des catastrophes, aussi bien naturelles que créées que par les hommes. Même si le guinzé n'a plus toutes ses valeurs, il reste incontournable dans cette société qui garde encore ses valeurs. Les gens en ont besoin. Si tu veux une femme Thomas, le guinzé est obligatoire. De 2000 francs l'unité, le guinzé est aujourd'hui vendu ici à Massanta à 4500 francs guinéens. Bonne affaire pour ces femmes installées au marché central de Massanta. Enfin, le directeur associé de l'Institut de formation pour le développement est à Conakry. Jules Digard a profité de son séjour pour rencontrer ses anciens étudiants et expliquer les raisons liées à la création d'une nouvelle filière au sein de son institut. Ibrahim Assouri, Blaki Touré est allé à sa rencontre. Images et témoignages. Cette réunion des cadres ayant bénéficié de la formation de l'Institut de formation pour le développement s'inscrit dans le cadre du séjour de travail de son directeur associé en Guinée. Il a pour mission d'évaluer le perfectionnement des anciens de cet institut évoluant en Guinée. Ce qui nous a poussé, c'est, je dirais, avant tout la convivialité, puisque donc les Guinéens qui nous font l'honneur et le plaisir de venir chez nous en formation, je crois qu'il est tout à fait normal d'organiser une telle manifestation, d'une part pour les remercier de leur confiance et également pour leur présenter le programme des formations 2014, puisque des formations, ça doit en permanence évoluer, et donc notre programme 2014 s'est encore enrichi par rapport à 2013. Il était important de pouvoir réunir tout le monde afin de présenter l'éventail de nos formations
informations et également de répondre aux questions et de recueillir les témoignages de ceux qui ont déjà eu le plaisir de venir en formation au CIFOP. Ce partenariat entre cet institut et ses anciens pensionnaires guinéens vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour tous ces cadres appelés à démultiplier leurs connaissances. Intéressant, important et très avantageux puisque nous avons eu l'occasion de suivre encore une fois la belle prestation de Jules Digard. Et cet espace m'a donné l'occasion de revoir les amis d'une part, de revoir les collègues de l'autre, et ensuite de prendre connaissance de nouvelles mesures et de nouvelles initiatives que CIFOP a bien voulu organiser en 2014. Là. Cette réunion est un facteur de rapprochement qui signifie que l'Institut CIFOP garde toujours à l'œil ses anciens qui demeurent un trait d'union entre la Guinée et la France. C'est tout pour Guinée Info. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours. Portez-vous bien. Chaque jour est une nouvelle vie.